Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. On va aujourd'hui étudier les mineurs principalement, c'est-à-dire le comportement des mineurs sur ce plus bas de marché. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que généralement les mineurs sont la dernière frange, on va dire, les derniers acteurs à capituler sur Bitcoin. Donc je trouve que c'est intéressant en ce moment de faire un point là-dessus. On passe tout de suite en partage d'écran. Abonnez-vous si ça vous plaît. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, mettre un like, un commentaire, etc. Voilà, comme d'habitude, tout est gratuit sur cette chaîne, il n'y a absolument rien à vendre, pas de sponsoring, rien du tout. Vous avez des liens d'affiliation dans la description, mais vous voyez que j'en fais très rarement la promotion, donc du coup, voilà, n'hésitez pas à soutenir en mettant un like et un commentaire d'encouragement. Ici, on est sur le H-Ribbons. Qu'est-ce que le H-Ribbons? Globalement, c'est une moyenne, là, ici, et globalement, on va dire que ça englobe un petit peu la difficulté des mineurs et le coût de production, et ce sur une moyenne 30 et 60 jours. Extrêmement intéressant comme indicateur. Vous pouvez aussi l'avoir sur TradingView, et sur TradingView, il vous donne un point de buy. C'est tout simplement la fin de la capitulation des mineurs. Vous voyez que là, en l'occurrence, par exemple cet été, et c'est là que je trouve que cet indicateur est extrêmement intéressant. Cet été, il vous avait donné un point d'achat à peu près par ici. Ici, au début du bull run, il vous avait donné un point d'achat, donc la pastille bleue par ici également. Et puis, vous en avez d'autres, des comme ça, voilà. Ici, c'est pareil, juste avant le rallye d'été du mois d'août dernier. Donc, c'est pas uniquement un indicateur de bottom, c'est un indicateur aussi qui vous donne le top départ sur des rallyes de soulagement, j'ai envie de dire. En ce moment, vous voyez qu'on est en début de capitulation des mineurs, début ou fin, hein, ça c'est le marché qui nous le dira. On a eu pour l'instant une pastille verte, qui veut dire attention, sois attentif, regarde, on a peut-être quelque chose qui est en train de se faire. Et bien entendu, on attendra ici la pastille bleue pour vraiment investir. Vous comprenez que ça lag un petit peu, par contre ça vous donne vraiment un signal très clair que le marché peut potentiellement ici sur ces pastilles bleues se retourner. Pourquoi les mineurs sont les derniers qui sont en phase de capitulation? Tout simplement, et par exemple on voit que c'était le cas dernièrement, ils ont commencé à souffrir là c'est ce que je vous montrais sur le H-Ribbon, hein. Vous allez voir que si je vous affiche le H-Ribbon, c'est exactement ici qu'ils ont commencé à souffrir, quand on est passé juste en dessous des 30 000 $. Certains mineurs ont des coûts de production plus importants que d'autres, hein, ça dépend de l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, aux États-Unis, particulièrement au Texas, on sait que c'est très exactement là où la plupart des mineurs sont 17 600 $, c'est-à-dire le bottom qu'on a trouvé dernièrement. Le coût de production se trouve à peu près au Texas à ce niveau-là. Le coût de production total, je ne le connais pas, mais je sais qu'il est au-dessus de 20 000. Donc on a le coût de production moyen, je veux dire. Donc on a ici pas mal de mineurs qui sont effectivement en souffrance. Et c'est ce qu'on va regarder sur l'analyse d'aujourd'hui. Donc on va aller assez loin dans le détail au niveau de la souffrance des mineurs, qui est en train de vendre, etc. Combien ils ont de BTC. Mais je pense que ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant sur voilà, des épisodes de capitulation comme ça. Donc la thématique, on va commencer par la narration aujourd'hui sur les mineurs, et ensuite on reviendra pour faire une analyse, comme d'habitude, daily du BTC. Voilà. Alors, ici, vous voyez le nombre de bitcoins par jour qui peut être miné. Vous savez qu'à chaque halving, c'est divisé par 2. Donc dans 2 ans, on aura 450 bitcoins qui seront minés par jour. Aujourd'hui, il devient tellement difficile de miner du bitcoin, étant donné les machines qu'il faut, etc., et le nombre de machines et ainsi de suite, que, on va dire, les meilleurs mineurs arrivent à sortir entre 10 et 20 bitcoins par jour, et que actuellement, ce sont des sociétés qui sont cotées en bourse, etc., donc extrêmement facile à analyser, puisque les résultats sont bien entendu publics. Ici, vous voyez la difficulté de minage, et vous comprenez que on a des mineurs qui ont commencé à débrancher là. C'est pour ça que la difficulté diminue. Au plus vous avez de mineurs, au plus la difficulté augmente. Et on a des mineurs qui ont commencé à débrancher là autour des 30 000 $. Donc certains mineurs ici ne sont plus rentables. Donc tout simplement, il vaut mieux à ce moment-là éteindre les machines. C'est le début ici de la capitulation des mineurs. Vous commencez par vous commencez par débrancher. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez, par exemple, si vous êtes coté en bourse, diluer vos actionnaires, c'est-à-dire sortir des nouvelles actions pour sortir du nouveau capital. Vous pouvez également vendre des BTC que vous avez en stock, et vous pouvez également vendre des rigs, c'est-à-dire une partie de votre matériel. Donc voilà. Première phase, on débranche. Ici, le revenu contre la difficulté, donc ça c'est pareil, on va passer assez rapidement. Une bonne partie des graphiques que j'utilise ici viennent du channel
YouTube, un channel de YouTube qui s'appelle américain qui s'appelle Invest Answers, une vidéo très détaillée qui a été faite sur les mineurs. Donc voilà, je le mettrai le lien en description pour ceux que ça peut intéresser de suivre ce channel. Ici en l'occurrence, vous avez le cash flow de ces différents mineurs. Ici on a Core, Riot, Marathon, Hut8, Bitfarms, Stronghold, CleanSpark et Argo. Vous voyez que Core Scientific est celui qui a le plus gros cash flow et c'est d'ailleurs le plus gros mineur dans la place. Ensuite on a Riot, Marathon, Hut8 et ainsi de suite. Ici pareil à comprendre, beaucoup de mineurs ont débranché dernièrement au Texas parce qu'il y a eu une très grosse vague de chaleur. Donc du coup tout le monde au Texas allume la clim, l'électricité devient plus chère. Les mineurs eux aussi, étant donné qu'il fait très chaud dans leur ferme de minage, sont obligés de forcer la clim encore plus fort et pour certains ça devient moins rentable de miner. Vous avez deux types de mineurs. Alors ça, vous voyez ici, c'est les records de consommation d'électricité au Texas cette année. Et ici, vous avez la capitalisation boursière de chacun de ces mineurs. Et vous voyez que, bien entendu, tous vont avec le cours du BTC, donc tous ont énormément perdu. On va dire que celui qui a le plus accusé le coup, ça va être Core. Ça. Excusez-moi. Excusez-moi, donc capitalisation boursière, bien sûr, qui a fortement blessé, la plus grosse baisse étant Hut Mining et Core Digital. On passe rapidement là-dessus également. Ici, vous avez leur balance sheet. Alors ça, c'est tout simplement leur bilan. Comment savoir s'ils sont en bonne forme ou pas? Vous avez en rouge leur dette. Equity, c'est leur capitalisation en bourse. Et puis là, vous avez pas mal d'autres choses. Globalement, Hut8 a assez peu de dettes. Core Digital, on a pas mal, c'est-à-dire la même quantité que sa capitalisation boursière. Riot, pas du tout de dette. Marathon Digital, vous voyez qu'on est également sur moitié-moitié par rapport à la cap boursière. CleanSpark, absolument clean, pas du tout de dette. Argo, 456, c'est pas énorme non plus. Et vous voyez ici le petit drapeau du Texas pour ceux qui sont situés au Texas. Bitfarms, on est sur un tiers de dette par rapport à la cap boursière. Hive, on est à 34 millions, donc très peu de dette. Et voilà, globalement, on va dire que Core Digital, Mara et Hive sont ceux qui ont le plus de dettes. Ici, très important, Marathon qui a l'air plutôt bien, mais néanmoins, Marathon, ici vous voyez le nombre de machines qu'ils ont achetées globalement, qui vont devoir payer en 2022, pas divisé par leur cash flow, c'est-à-dire tout simplement que Marathon, ici, à cash flow équivalent, doit faire 6 fois plus de cash flow que ce qu'ils ont à payer en machines. Donc Marathon qui va probablement être en difficulté peut-être prochainement. Pour ceux qui veulent investir en bourse sur des sociétés de minage, personnellement, je pense que Marathon n'est pas forcément un bon plan là tout de suite. Globalement, Riot, vous voyez après tous les autres, et on a globalement Core Digital qui est plutôt ici pas mal. Néanmoins, si le Bitcoin repart, vous allez voir que Marathon a beaucoup de Bitcoin, c'est ce que je vais vous montrer derrière. Donc ils auront une capitalisation qui leur permettra d'en vendre un petit peu pour payer les machines. Ici vous avez la dilution sur un an, c'est-à-dire à quel point ont été dilués les actionnaires. C'est-à-dire qu'on a sorti des nouvelles actions et cela a eu pour effet de diluer la part de propriété que vous avez tout simplement sur la société. Ici, globalement, Riot qui sont ceux qui ont le plus dilué et globalement Core Digital qui n'a pas du tout distribué. Ensuite, vous avez ici le Exa Hash Rate, c'est-à-dire qui a la plus grosse puissance tout simplement de calcul qui est divisé par la market cap, tout simplement. C'est-à-dire quelle est la capitalisation. En gros, ça veut dire quelle est votre capital efficiency, c'est-à-dire quelle est l'efficience de votre capital. Et globalement, là, ici, on voit que c'est Core Scientific qui s'en sort le mieux avec un Exa Hash Rate très très bon par rapport à sa market cap. Donc, l'utilisation du capital est très très bonne par rapport à la puissance de calcul, tout simplement. Et vous voyez que c'est encore une fois Marathon qui arrive en dernier de la classe. Ici, c'est les hodls back, c'est-à-dire la force de Marathon ici, et vous le voyez, c'est que Marathon n'a jamais vendu quasiment de Bitcoin, et ils sont arrivés ici à 10 000 Bitcoin. Donc, ce qu'ils ont en fait en face de toute leur dilution qu'ils ont faite, la dilution qu'ils ont faite cette année, elle n'a pas été énorme pour Marathon, elle a été plutôt de 7%, mais toute la dette, tout ce qu'ils ont en face, les machines qu'ils ont achetées, etc. En face, on voit que c'est quelqu'un qui vend très peu de BTC. Donc, la bonne santé de Marathon est conditionnée à un redépart du BTC
BTC vers le haut, puisque sa capitalisation, bien entendu, n'en sera que meilleure. Core Digital, vous voyez qu'on est à 8000 BTC, Hut Mining 7000, Riot 6500. Et vous en avez ici qui, vous le voyez sur l'année, ont quand même un petit peu vendu. C'est un petit peu les derniers que vous voyez là par rapport à leur production. Vous voyez que notamment, par exemple, CleanSpark, qui semble très bien en forme quand on regarde tout simplement ses bilans, finalement, on voit qu'ils sont en train de vendre du BTC un petit peu en permanence. Donc du coup, ils sont pas en train d'accumuler du BTC ici. C'est plutôt un job, c'est-à-dire j'en produis et j'en vends, plutôt qu'une grosse accumulation. Donc là, en l'occurrence, en capitalisation de BTC, c'est effectivement Mara qui arrive en premier, d'où ces inconvénients, on va dire, ces déconvenues financières. Là, vous avez la même chose, mais un petit peu sous forme de courbe, c'est-à-dire le hodlback de chacun. Vous voyez que Core Digital a pas mal dumpé ses BTC depuis mai dernier, donc depuis en fait la remontée et la chute dernière. Et vous voyez là, tous ceux qui sont plutôt ici basés sur l'accumulation, comme BitDig, Argo, CleanSpark, Hut Mining qui a un petit peu vendu et Marathon qui est plus ou moins et qui est tout en haut, excusez-moi, Marathon, et là en bas vous avez BitDig et globalement CleanSpark qui est tout en bas, vraiment positionné à la vente. Ici, les pourcentages de Bitcoin comme part du bilan, on va dire. Et là, on voit que c'est Hut Mining qui arrive devant et Marathon Digital qui a 23%. Donc beaucoup de dettes pour Marathon, mais en pourcentage du bilan, vous le voyez, assez peu de Bitcoin finalement, en toute proportion gardée. Vous voyez que globalement, on est à peu près à 24% du bilan pour chacune de ces entreprises qui correspond à du Bitcoin. Les Wall Street Targets, on va passer dessus. Ça, c'est leur market cap, on va passer dessus également. Vous voyez ici l'idée, en tout cas, que sur les, on va dire, 8 plus grosses entreprises de mining, certaines sont plus exposées que d'autres à des variations du prix du Bitcoin. Et je pense notamment à Marathon qui pourrait, qui a quand même 10 000 Bitcoins et qui pourrait ici, à un moment donné, peut-être capituler, devenir insolvable. On a aussi d'autres fermes, on va dire, qui sont je pense sur la sellette, Bitfarms notamment qui semble très endetté, et puis voilà, du reste Core Scientific est plutôt bien en place, je dirais. CleanSpark, très clean, mais ils possèdent très peu de Bitcoin, donc du coup c'est dommage, ils vendent assez rapidement tout ce qu'ils produisent, et Hut Mining qui semble également en très bonne disposition. Voilà, ça c'était pour les mineurs. En tout cas cette partie-là, vous comprendrez ici, et je vous l'ai expliqué, que sur le Hashribbons, c'est vraiment très important de suivre ça. Je sais pas si j'ai déjà parlé du Hashribbons ou pas. Oui, j'en ai déjà parlé dans l'intro de la vidéo. Et voilà, vous pourrez ici avoir, bien entendu, toutes les infos là-dessus sur le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus si vous avez des questions sur tout ça. Ensuite, on passe sur le BTC ici en daily. On va faire, hop, donc on est en daily là. Vous voyez que globalement, on est toujours dans cette correction parallèle. Donc ça, tant qu'on n'en sort pas pour l'instant, moi je ne passe pas bullish encore pour le moment. Hier, je vous avais dit, on est à plus ou moins 1000, autour de 19 400 si je me souviens bien, ou 19 600. Donc du coup là, on est à 20 600. Donc on est plutôt parti vers le haut. Moi hier, j'évoquais plutôt la possibilité de partir vers le bas. Je pense qu'il y a quelque chose à prendre autour des 19 000. Vous voyez ici le Hashribbon dont je vous parlais, où on est littéralement en train de dégommer là, hein, au niveau des mineurs. On a eu ce petit point là ici sur ce petit rallye qui nous a donné une pastille verte. Dès que ça passera bleu, il faudra vraiment passer à l'achat. En daily, on a un money flow qui est sur la remontée. On a un point d'achat daily qui vient de s'allumer aujourd'hui sur le Market Cypher. J'ai fait un tuto sur le Market Cypher, n'hésitez pas à aller le voir. Ici, le momentum en daily qui redevient joli. Hier, on n'était pas très joli en daily. Vous comprenez qu'on était plutôt sur la descente ici. Et là, on reprend du momentum. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On a rebondi ici sur les 34 de RSI en daily. Néanmoins, pas de divergence notable pour le moment à marquer sur le prix. La structure commence quand même à être plutôt jolie, hein. Bon, alors c'est un petit peu la même chose que ce qu'on a eu auparavant. Personnellement, pour réellement valider complètement ce type de W, on attendra un troisième plus haut. C'est-à-dire que pour vous montrer tout simplement ce qui peut être fourbe auparavant, c'est là vous avez deux plus hauts avec deux plus bas. On considère réellement qu'une structure comme ceci est 100% validée si on a un troisième plus haut. Ici par exemple, vous avez ce type de structure, mais par contre, vous voyez que ici, on n'a pas un vrai plus haut.
D'accord, ça effectivement c'est un plus bas plus haut que le précédent, celui-ci aussi, mais on peut pas considérer que ça c'est un deuxième plus haut. Donc on a que deux plus hauts et vous voyez derrière on se retourne. Tout simplement, et je vous l'ai déjà expliqué ça hier dans la vidéo précédente, c'est que généralement les corrections parallèles se font en ABC. Donc du coup, ABC, pour vous donner une idée, et c'est ce que je vous montrais également dernièrement, c'est-à-dire que vous allez avoir une correction comme ceci, en A, B et C. Là, elle est montante, hein, c'est normal. Donc ça, c'est une flat. Si vous avez un quatrième, ça correspond un petit peu à rien, ou ça peut se transformer en triangle ou ce genre de choses. Mais globalement, on attendra ici pour vraiment avoir une structure de retournement de marché sur l'unité de temps daily, c'est-à-dire être relativement early sur les signaux. On attendra un troisième plus haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette charte? On peut déjà passer plutôt en 2 heures. Vous voyez qu'ici, je vous ai mis une petite trendline que le BTC a vraiment du mal à passer. Hein. On a essayé de passer au-dessus. Là, on est repassé en dessous. Ici, vous voyez qu'on n'arrive pas à la passer pendant plusieurs bougies de 2 heures. Ici, enfin, on la traverse, on pull back dessus et finalement, on repasse en dessous. Donc, assez peu de force quand même côté acheteur. On n'est pas ici sur du gros pump de folie. On a eu ce petit pump hier qui s'est mis en route ici au 19,7 qui pour moi principalement est tout simplement là actuellement on est en train un petit peu de nettoyer tous ceux qui sont rentrés sur la news du CPI. Donc taux d'inflation très fort aux États-Unis et du coup peut-être que on est en train tout simplement de juste nettoyer les shorts pour ensuite éventuellement faire le vrai mouvement. On va voir ça avec le sentiment, on verra un petit peu ce que ça donne au niveau sentiment en termes de momentum. Pour les news, j'ai pas vraiment regardé aujourd'hui, mais en gros on a le Dow Jones qui apparemment vient de on va aller voir les marchés aussi rapidement. Les ventes au retail qui ont augmenté d'1% en juin, les Européens qui travaillent de moins en moins et ceci n'est pas leur choix. Voilà, Biden qui va en Arabie Saoudite pour un meeting avec Sa Majesté le Prince. Ici ensuite on a Celsius qui doit 439 millions à pas mal de lending firm equities, donc du coup on verra un petit peu là-dessus ce que ça dit sur Celsius, mais bon, globalement, vous l'avez vu, et c'est ce qu'on voit dans cet article ici du 13 juillet, Celsius qui est totalement insolvable, mais qui essaye, qui a au moins le mérite d'essayer de rembourser une partie de ses créanciers. Ensuite, sur bitcoin.com, on a un petit peu la même chose, des news sur Celsius. Poutine qui signe une loi qui prohibite, qui interdit les paiements avec des digital assets en Russie. On sait que ça avait déjà été un petit peu... la Russie est OK pour utiliser les digital assets, mais donc les cryptos globalement, mais pas tellement dans son pays, plutôt pour des échanges extérieurs. Il y avait une autre loi qui était passée qui, elle, avait dit que la Russie était principalement utilisatrice de ce type de... excusez-moi, je remets mon retour là, parce que je regarde s'il n'y a pas de problème, voilà. Utilisatrice de crypto pour plutôt des exportations, des choses comme ça, que pour des paiements internes. Je pense que ça prépare aussi une arrivée du rouble digital, tout simplement. Et puis, donc là, dans le calendrier économique, qu'est-ce qu'on a? On est le 15 aujourd'hui. Assez peu de choses vraiment, voilà, qui peuvent vraiment être intéressantes. On l'a vu sur les retail sales, qui ont augmenté de 1% en juin. C'est, pour moi, la seule news du jour qui peut être vraiment importante. Voilà, on attendra ici, bien entendu, le meeting de la Fed le 27. On attendra le GDP, donc le PIB, pour savoir si on est en récession ou pas. Et ça sera vers la fin du mois également. Et ici, on nous dit que le Dow Jones a monté de 500 points alors que les stocks ont plutôt latéralisé. C'est ce qu'on va regarder. On va aller voir rapidement les marchés ici. Donc le Dow Jones qui a fait une journée... plutôt baissière aujourd'hui, mais ouverture en gap haussier, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Également la même chose pour le Nasdaq, ouverture en gap haussier et ensuite journée haussière. Et puis le pétrole qui a pris quelques pourcents aujourd'hui, on retourne jouer avec les $100 le baril. Et le S&P 500, toujours pareil, ouverture en gap haussier et journée plutôt montante, donc c'est bien. Le vendredi, assez souvent, on est bullish et on est dans la continuation de la semaine. Si on termine bien ce vendredi, si la journée se roule
retourne pas là, puisque là on a encore 4 heures de Wall Street, si la journée ne se retourne pas au milieu, on a des bonnes chances de attaquer lundi sur un petit peu la même dynamique, donc ça c'est plutôt bullish. On va faire le sentiment maintenant. Le sentiment, donc du coup, sur le carnet d'ordre, personnellement, j'identifie pas grand-chose avant les 20 000 et c'est très faible. Globalement, si on dézoome un petit peu, vous voyez qu'on a un petit peu d'ordre qui sont insérés là, ici, à la vente. 608 bitcoins ici à 21 800 $. Donc, on a pas mal de gens qui veulent essayer de vendre ce haut de range, on va dire, si on y va. 143 bitcoins ici, voilà. Donc, ça, c'est normal, hein, c'est tout à fait logique. Mais on a assez peu d'ordres, je trouve, qui sont insérés dans ce que j'appellerais le bas de range, c'est-à-dire les 19, 19,3, voilà, vous voyez là 144 bitcoins à 19 490, voilà, globalement c'est assez faible hein, en termes de carnet d'ordre, on n'a pas beaucoup de choses à regarder ici. Prochain niveau d'option qui sera le 22, un max paying price à 20 000 $ pour un open interest de 10 000 bitcoins, donc c'est pas énorme, on regardera plutôt la fin de mois, c'est-à-dire le open interest ici qui est à 64 000, vous le voyez beaucoup plus haut, les options de fin de mois sont toujours plus importantes, et un max paying price à 24 000. Si vous ne comprenez pas ce que je dis sur les options, n'hésitez pas à aller voir le tuto Bitcoin qui manipule le prix que j'ai mis en ligne il y a de ça 2 ou 3 semaines. Ici, les marchés en levier. Marchés en levier qui sont une autre force qui manipule le prix. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Vous voyez qu'on a nettoyé les deux niveaux de short qu'on avait mis précédemment. Donc ce niveau-là est nettoyé et celui-là aussi. On avait fait la vidéo par là. Donc on voit ici qu'il y avait un niveau de short à prendre. Vous le voyez là, le funding qui descend avec augmentation en même temps de l'open interest. Donc ça, c'était un niveau de short. Vous voyez qu'il a été pris depuis. Ensuite, on a plutôt une diminution du funding. Donc ça m'intéresse pas énormément. Là, en gros, on est en train de liquider du long. Vous voyez que le nombre de contrats en circulation diminue et le funding, on va dire, est plutôt stable. Donc ça veut dire qu'on a également du longueur qui est rentré potentiellement sur cette zone-là qu'on va mettre en rouge puisque c'est du long. Et ensuite, on a ce rebond de l'open interest ici qui est plutôt sur un funding que j'appellerais descendant. Bon voilà, vous voyez que ce niveau a été pris depuis. Et ici, on a pas mal d'open interest jusqu'à ici. Donc on avait un niveau de short à prendre là. Vous voyez qu'il vient d'être travaillé. Et ici, par contre, ouais, on aura du niveau de short à prendre, je pense, jusqu'ici. Donc ça, on va le mettre en bleu puisque c'est du short. Et par contre, ensuite on latéralise là, donc on est plutôt en train de liquider du shorter et on a quelques longueurs qui sont rentrées sur ce mouvement là, vous le voyez, augmentation de l'open interest, augmentation du funding et qu'on est en train de nettoyer à l'instant T. Pour l'instant, voilà ce que je verrai, c'est pas excessif on va dire, ouais, du long jusque là, là on a un gros long qui s'est ouvert mais on va pas le noter puisqu'il vient d'être pris et puis ensuite ouais c'est bon c'est ça, on va aller voir sur iBlock un petit peu ce que ça dit sur les 5 derniers jours, quelles sont les positions dominantes. Hop, j'en profite pour vous faire également un petit last sur Kingfisher. iBlock qui nous dit on a beaucoup plus de longueur, donc attention, on est actuellement à 10 milliards de longueur en plus, donc ça pointerait plutôt bien entendu vers le bas. Vous voyez cette grosse position qui s'était ouverte en short là et qu'on est venu liquider tout de suite, mais sur le même mouvement on a accumulé énormément de longues. Donc ça pointerait plutôt vers les 19 300 comme j'avais dit déjà hier sur la vidéo. Et ici sur Kingfisher, un petit peu la même analyse, hein, c'est-à-dire Kingfisher qui voit plutôt quelque chose à prendre jusqu'à 20 000, donc un retour aux 20 000, pas forcément 19 300. Qu'est-ce que ça voudrait dire sur l'action de prix? C'est ce qu'on va aller voir. Si on suit les leviers, et qu'on va prendre les poches de liquidité des leviers, est-ce qu'on va faire un nouveau plus bas? Si on s'arrête à 20 000, pas du tout, hein, vous voyez qu'on serait plutôt par ici, donc ça nous donnerait un nouveau plus haut. Si on s'arrête autour des 19 300, comme là où j'avais identifié quand même un gros niveau de liquidité, et ça serait un petit peu la même chose, on ferait quand même toujours un nouveau plus haut. Néanmoins, vous comprendrez que si on se retourne maintenant, on ferait pas de nouveau plus haut ici, hein, c'est-à-dire que le troisième
pour le troisième plus haut, pour l'instant, ça ne serait que partie remise. Donc, en l'occurrence, et c'est ça que je vous explique, là, vous avez un plus bas, un plus haut, un plus bas, un deuxième plus haut, un troisième plus bas qui est plus haut que les deux plus bas précédents. Et ce qu'on attend là, ici, pour valider, c'est un troisième plus haut et pullback sur la ligne de coup, c'est-à-dire quelque chose qui fait comme ceci. Ok, ça peut très bien partir maintenant. Néanmoins, on a quand même pas mal de monde dans le train. Donc, on a besoin ici, sur cette petite structure d'accumulation, potentiellement d'un petit spring avant de faire comme ceci. Voilà. Comprendre aussi que bien entendu la news du CPI elle est pas très bonne hein, pour on va dire les 2 ou 3 semaines à venir. Ici, le marché fait l'inverse de ce que vous auriez aimé qu'il fasse si vous aviez shorté la news. Il faut comprendre bien entendu que c'est normal de nettoyer avant d'éventuellement de redescendre. Est-ce qu'on va péter les 19 007 ? Pour le moment, on peut pas le dire parce qu'on ne sait pas quand on va arriver ici combien on va avoir de longueurs qui vont rentrer. Les longueurs de range, hein, tout simplement. C'est-à-dire que tous ceux qui voient ça un petit peu comme un range, ce que moi je considère comme une façon un petit peu réductrice de voir les choses, mais pourquoi pas, et bien ici ils vont venir rentrer avec des longues en levier pour sortir ici, et vous comprendrez qu'ici on va être shorté également, et c'est ça qui peut faire qu'on sort justement s'il y a suffisamment de short. C'est ça quand on dit une figure est mûre pour sortir, c'est qu'elle va faire l'inverse de ce que tout le monde pense, et je pense que pour l'instant c'est assez difficile de dire, compte tenu du fonda et compte tenu des news, dans quelle direction on va se porter. C'est-à-dire soit on fait une rotation partielle ici et bam on descend directement, ce qui est tout à fait possible si jamais on a accumulé suffisamment de longueur ici pour venir les corriger. Là je parle des leviers hein, uniquement, soit on a une demande au spot qui est très forte et j'ai pas analysé le CVD spot, mais globalement vous voyez qu'on est plutôt quand même sur ici quelque chose de qui vient par palier hein, là vous le voyez, tac, palier, pour le moment plutôt descendant en termes de CVD sur les vous le voyez là ici sur les dernières, enfin on est plutôt sur de la latéralisation là j'ai envie de dire que autre chose, et vous voyez que on est à moins 5K, donc on est plutôt sur un CVD qui augmente mais qui reste toujours plus ou moins vendeur quand même. Donc voilà, à voir ça. Est-ce qu'on pourrait venir chercher justement sous ce niveau-là pour venir corriger un petit peu tout le monde, ou alors est-ce que on va à partir de là se retourner, faire une jolie bougie verte et puis repartir? Très difficile à dire. Marché moi en ce moment je trade très peu parce que je fais du DCA en investissement etc, parce que le marché est assez compliqué à lire vraiment, et que on va dire que c'est suffisamment incertain pour ne pas se rajouter de l'incertitude. Ici vous comprendrez que si jamais on arrive à dépasser les 22 262, si on parle en tout cas de court terme, on a une magnifique zone ici où il n'y a pas eu de business à venir remplir. Je parle à court terme hein, parce que alors vous allez voir, je vais vous montrer après. Et on a une autre zone ici, si on passe, entre, on va dire, 32 et 37 à venir combler aussi. Par contre, si on regarde vraiment sur tout l'historique Bitcoin, c'est-à-dire là, on parlera plutôt du long terme, en fait, cette zone des 35 à 37, elle a été très fortement travaillée déjà, autant sur cette correction que sur la correction qu'on avait faite l'été dernier. Et puis, par contre, on a toujours effectivement cette zone qui est valide, c'est-à-dire où on l'a traversée très rapidement, avec ici ce déséquilibre de prix là, et ce déséquilibre de prix là, donc c'est price delivery, c'est-à-dire qu'on passe très vite dans cette zone sans réellement faire du business dedans, et donc là il y aura des choses à faire, et c'est pour ça que je vous dis que pour l'instant le marché est en train d'hésiter entre venir remplir la poche qui est là, ou alors la poche qui est ici, tout simplement. C'est-à-dire est-ce qu'on vient taper de 12 à 18, ou alors est-ce qu'on vient taper de 22 à 28. Ça, c'est aussi simple que ça. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Comprenez bien ici que c'est les mineurs qui vont donner pour moi le top départ du rallye de soulagement, s'il y en a un. Et donc, du coup, commencez un petit peu à, bien entendu, regarder votre H-Ribbons ici et à voir les éventuels pastilles bleues qui pourraient apparaître. Et le lendemain, vous avez la confirmation que cette pastille bleue est effectivement confirmée. Voilà, on pourra faire peut-être un petit peu plus de glassnode sur les mineurs, mais je voulais rentrer dans le détail aujourd'hui vraiment des grosses capitalisations en minage et à quel point aussi elles ont des bitcoins et elles peuvent du coup devenir vendeuses parce qu'elles doivent aussi rembourser des machines. Comprenez bien que c'était ça, et payer de l'électricité qui devient très cher avec, je vous le rappelle, un coût de production pour chaque bitcoin qui est entre on va dire selon les pays, entre 12 000 et 30 000 $, mais globalement avec une moyenne autour de 22, 23, 24. Donc actuellement on a beaucoup de mineurs qui
commencent à débrancher en se disant bah, c'est pas rentable pour moi tout simplement de laisser tourner mes machines. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. Et puis pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, le commentaire à la con du jour, j'ai pour habitude de demander un commentaire qui n'a rien à voir avec tout simplement le cours du Bitcoin. Eh bien, le commentaire à la con du jour sera quel est le bouquin que vous lisez en ce moment, tout simplement. Voilà, quel bouquin vous lisez. Et puis, je pense qu'on va recommencer sur les commentaires à la con à parler un petit peu de musique, à s'échanger un petit peu des morceaux YouTube un peu sympas. Donc ça sera probablement pour demain. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci de m'avoir suivi. À demain. Ciao.